programme ne peut plus venir. Oui, je suis désolée, Éric Blondet a eu un empêchement, donc il ne pourra pas nous rejoindre. Bienvenue à tous les deux. Voilà, installez-vous. Pascal Rocher, si vous êtes prêt, je voulais commencer avec vous. Vous êtes directeur général de Ramsay Santé. Vous êtes dans un groupe qui est présent dans 5 pays, leader dans l'offre de soins en Suède, au Danemark, en Norvège. Alors forcément, la première question, c'est quelles sont les différences majeures que vous voyez dans leur système de santé et le nôtre? Alors, merci pour la question. Je vais essayer de résumer. Tout n'est pas absolument parfait, notamment les 3 pays nordiques que vous citez. J'y étais encore la semaine dernière, cette semaine. J'y repars la semaine prochaine. Ceci étant, le système suédois, dans lequel effectivement nous avons 70 hôpitaux, 1 million de Suédois inscrits dans nos centres de soins primaires, les différences sont je dirais, sont les suivantes. C'est une vision de long terme. Je vais vous donner quelques exemples. C'est une vision où chaque année il y a des débats au Parlement assez animés sur les indicateurs de santé publique. C'est une vision tournée vers la qualité qui représente 3 à 5% du paiement de nos hôpitaux, centres de soins primaires. C'est une vision basée sur une gouvernance simple, 21 régions en Suède, 21 systèmes de santé. Dans chaque région, en termes de gouvernance, vous avez un responsable politique en fonction de la couleur politique de la région et un responsable, je dirais, de gestion. Et ces 2 personnes couvrent l'ensemble des fonctions, que ce soit les centres, la médecine de ville, on dirait en France, la médecine de ville, l'hospitalisation, le retour à domicile. Je ne peux pas m'empêcher de dire, par rapport, nous, à nos équipes en France, nous avons plus de 10 instances qui décident et une coordination ville-hôpital dont tout le monde parle, mais qui n'a pas lieu d'être. Et enfin, par rapport à la qualité, ce qui me frappe, c'est la transparence vis-à-vis des 10 millions de Suédois. Tous les Suédois ont un dossier médical partagé. Si demain je devais aller habiter en Suède, je choisirais en fonction d'une transparence sur des centaines d'indicateurs, je choisirais l'hôpital où je pense être le mieux traité, ou le centre de soins, ce qui crée de facto une émulation, je dirais dans le bon sens du terme, une restructuration de l'offre. Voilà. Puis dernier mot, sincèrement, on peut parler des défauts du système. Une fois de plus, j'étais la semaine dernière, vendredi, en Suède. Voilà, ce dont on parle, la notion de maîtrise des dépenses de santé, qui est la phrase récurrente en France. On connaît le déficit, les 15 milliards de déficit. L'approche, il n'y a pas de chiffre en Suède sur la notion de dépenses, de recettes et de dépenses de santé. C'est-à-dire que c'est à la fois collecté par des taxes au niveau de l'État et de la région. Il n'y a pas d'agrégation des chiffres, il n'y a pas un chiffre X par rapport à des dépenses. Ouais. Ce n'est pas vu comme ça n'empêche pas les débats de sous-financement, etc. Mais le débat qui a lieu chaque année, qui fait que nous avons une visibilité jusqu'à 8 ans pour les paiements des hôpitaux, c'est par rapport à des indicateurs de santé publique transparents et en relatif par rapport aux autres pays européens. Voilà, une différence quand même, je crois, assez majeure à ce que, en tous les cas, nous souhaiterions pour la France. Alors, vous avez 8 ans de visibilité. En fait, c'est un hôpital public que vous, groupe privé, vous gérez en Suède, par exemple. Alors, nous avons effectivement, notre groupe, nous avons 70 hôpitaux en Suède. À Stockholm, il y a 6 grands hôpitaux. Nous gérons depuis 23 ans, pour être précis, un hôpital qui s'appelle Saint-Göran. 3000 collaborateurs, 100 000 passages aux urgences, 500 étudiants en médecine chaque année. Il y a eu un nouvel appel d'offres fait il y a 1 an pour savoir qui allait le gérer à partir de janvier 2026. Nous avons gagné cet appel d'offres auquel ont candidaté des hôpitaux publics de Stockholm, en l'occurrence et très respectable Karolinska, ou des groupes étrangers. Nous allons le gérer pour au moins 8 plus 4 ans, avec une visibilité tarifaire sur les 8 ans qui viennent, 180 pages de cahier des charges, c'est normal, ouais, avec des indicateurs qualité qui représentent 3,5% des paiements, qui sont, par exemple, il faut que 97% des diabétiques type 1 aient eu 4 contrôles de leur hémoglobine glyquée par an. On a des délais d'attente aux urgences qui doivent être respectés en dessous de la règle des 5 heures, etc., sur le parcours complet. Taux de réadmission après un double pontage cardiaque. Voilà, des dizaines d'indicateurs. Et net, si au total, sur un certain nombre d'indicateurs, on est largement en dessous des normes,
tout Suédois a accès à nos résultats comme ceux de nos collègues des 5 autres hôpitaux publics dans Stockholm, la pénalité va jusqu'à 10%. 10% du financement en moins. Absolument, en fait. total. Donc ça crée de l'émulation, croyez-moi. On est tourné vers les résultats médicaux et ces indicateurs sont transparents pour l'ensemble des Suédois, comme ceux des 5 autres grands hôpitaux, pour parler français dans Stockholm. Mais en France aussi, on a régulièrement dans les magazines un classement des meilleurs hôpitaux, par exemple. Le résultat n'est pas le même ? Écoutez, oui, on a un classement. Moi, je regrette que ce soit effectivement un journal voilà, qu'on connaît tous, en l'occurrence, et je crois que c'est la meilleure vente des hebdomadaires en France. Je crois que c'est Antoine Ténière qui le disait avant, la CNAM, etc. On a beaucoup de données en France. On a beaucoup de données, mais sauf erreur, lorsqu'on a un souci, par exemple, de pose, je sais pas, d'un stent, etc., lorsqu'on est dans le métier, on peut savoir dans quel hôpital il y a un taux de réadmission de 4% ou de 8%, etc., mais ces données ne sont pas publiques. Il y a là-bas des centaines d'indicateurs publics dans les hôpitaux. Voilà, on doit, par exemple, sur également le cancer, on a un certain nombre de délais de prise en charge en fonction du type de cancer dans cet hôpital à Stockholm. De même, en orthopédie, on fait 30% de l'orthopédie en Suède, publique ou privée. Sur le ligament croisé, on est avec 98,8% pour être précis des patients qui sortent le jour même, avec des indicateurs de ce qu'on appelle, vous savez, les PREMS, les PROMS, les résultats médicaux, comment les patients nous jugent. Et une fois de plus, tout ceci est transparent. Voilà, ce qui, je crois, est sain, ce qui permet une vraie rémunération à la qualité, ce qui fait que, de facto, ceux qui délivrent la moindre qualité, peu à peu, les patients vont s'en détourner. Alors, oui, pour faire court, je crois qu'en France, il existe beaucoup de données. J'espère que ces données seront de plus en plus rendues publiques et que surtout le financement en France, qui fait 700 millions de dettes l'IFAC sur l'an dernier, 109 milliards de budget hospitalier, soit 0,6%, va réellement augmenter et qu'on va lier qualité et efficience. Ouais. Alors, je voudrais juste, pour terminer sur le modèle suédois, vous avez pu ouvrir 5 centres de soins primaires en copiant le modèle suédois en France. Comment ça se passe? Est-ce que la qualité est au rendez-vous ? Sans renier sur l'efficience. Oui. Alors effectivement, en Suède, en l'espace de 20 ans, l'ensemble des 21 régions, qu'elles soient socialisantes ou conservatrices, pour faire court, ont basculé vers un système de centres de soins primaires. Une trentaine de professionnels, infirmières de triage, médecins généralistes, infirmières spécialisées, physio, biologie en temps réel, etc., etc. Il y a 1300 centres de soins primaires en Suède. Nous en avons 130. Là aussi, 90% des patients sont préqualifiés, des obligations de prévention. Un médecin en Suède, nous sommes payés à la capitation en Suède, donc un forfait fixe par an par patient, indépendamment du nombre de visites. Ça, c'est vrai dans les 21 régions. On est mieux payé pour des gens très jeunes ou très âgés selon les comorbidités, de 2 à 5% payés à la qualité, avec des règles de délai 0, 3, 9 et 30 jours de prise en charge. En synthèse, un médecin en Suède, dans un centre de soins, médecine de ville, il voit entre 12 et 14 patients par jour. Il se concentre sur les cas les plus complexes, parce que comme 90% des patients sont préqualifiés pour leur venue, si c'est un patient qui revient dans mon exemple pour tester son hémoglobine glyquée au bout de 3 mois, on va, pour l'entretien, mettre en face, entre guillemets, physiquement, une infirmière avec un DU de diabéto. Si au bout de 20 minutes, elle voit que l'hémoglobine glyquée est, je sais pas, 7, 5, 8, un problème sur la créatinine, elle va dire, écoutez, dans 10 minutes, le médecin va vous recevoir. On en a ouvert 5 en France, article 51, Agnès Buzyn, dans des villes difficiles, Argenteuil, Rissorangis, etc. On est débordé de patients. Nos médecins sont salariés. On est payé un forfait fixe par an avec des engagements de qualité. Voilà, tout n'est pas parfait, mais on est très satisfait. Je ne dis pas que c'est le modèle absolu pour la France. Ouais. En tous les cas, ça répond visiblement à une attente. Et on peut parler des maisons de santé plus largement. Pour des médecins, beaucoup moins de tâches administratives, etc. Il y a un travail en équipe. Voilà, en France, sous votre contrôle, les IPA, c'est à peu près 3000 infirmières de tête sur 660 000. En Suède, quasiment la moitié des infirmières ont des diplômes complémentaires, une délégation des tâches des médecins. Oui, c'est ça, c'est un vrai soutien pour les médecins. Et Éric Chenu, si je vous pose la question globale, pour commencer, quelle est selon vous la place de la qualité aujourd'hui dans le soin, surtout au regard des besoins croissants? Bonjour à toutes et à tous, merci pour cette invitation. Un peu en écho, en résonance à ce que vient de dire Monsieur Rocher. On voit ce que sont les perspectives de la transition démographique dans laquelle nous commençons à entrer dans notre pays. Le nombre de personnes de plus de 80 ans va être multiplié par 2 par 3 même d'ici à 2050-60.
On va avoir un doublement des dépenses de santé pour cette catégorie-là d'ici à 30 ans. Donc la question, c'est comment on peut y faire face. Et on voit bien, compte tenu des enjeux de financement, d'équilibre durable de notre protection sociale, qu'on ne pourra pas additionner des dépenses et continuer à upgrader les niveaux de prise en charge comme on le fait aujourd'hui. Et il n'y a que dans une appréhension finalement globale, qualitative, à partir de référentiels validés, partagés par la Haute Autorité de Santé, par les sociétés savantes, que l'on pourra organiser des parcours, si possible des parcours coordonnés, où médecins, généralistes, spécialistes, pharmaciens, infirmiers, sages-femmes, enfin l'ensemble des paramédicaux nécessaires et utiles peuvent se coordonner, partager des données, fonctionner dans un environnement de compétences partagées. Il n'y a que comme ça que l'on pourra faire face aux besoins de l'accompagnement de la population, mais aussi à la soutenabilité de notre modèle. Et donc, finalement, moi je dirais qu'il y a deux grands principes qui doivent être sous-jacents. C'est le principe de la pertinence et le principe de la permanence des soins. Si on ne retient pas ces deux enjeux, je pense qu'on passera à côté de l'essentiel. On mettra en tension les personnels, les professionnels de santé, de la ville comme à l'hôpital, et on ne répondra pas aux besoins de la population. La pertinence, ça suppose demain de se poser la question de qu'est-ce qui est le bon soin au bon moment, au bon endroit pour le bon patient. Et donc d'utiliser de manière plus accrue l'ensemble des données des data, ce qui veut dire renseigner de manière systématique mon espace de santé, de pouvoir partager un certain nombre d'éléments de manière proactive et prédictive avec les assurés sociaux. La pertinence, ça veut dire, je l'ai dit, qu'on s'appuie sur des prescriptions à partir de référentiels validés. Pas validés par l'État ou par les financeurs, mais validés par la Haute Autorité de Santé ou les sociétés de savants. C'est-à-dire vraiment à partir de données scientifiques, médicales, dans le dialogue et dans le consensus confraternel, pour qu'on puisse, là aussi, savoir comment bien fonctionner, garantir une égalité pour l'ensemble des patients. La pertinence, c'est tous ces éléments-là qu'il faut organiser, qu'il faut structurer. Et puis la question de la permanence des soins. Parce qu'aujourd'hui, on le voit, on a publié là, il y a quelques semaines le 3e carnet de santé de la France pour la mutualité française, et on voit que 40% des hospitalisations aux urgences pourraient être évitées, notamment chez la personne âgée. 260 000 séjours, c'est considérable. Et donc, comment on fait en sorte elles doivent être évitées pourquoi, excusez-moi, pourquoi? Ils pourraient être évités parce qu'ils pourraient être pris en charge, excusez-moi, ils pourraient être pris en charge en soins de ville, excusez-moi. On pourrait éviter ces hospitalisations si la permanence de soins était organisée, structurée par les soins de ville. L'expérience suédoise que vient de décrire M. Rocher et des expérimentations article 51 qui sont faites sur le territoire montrent que c'est possible, que ça peut s'organiser. C'est au-delà du SAS, c'est vraiment repenser complètement l'articulation soins de ville, hôpital de manière beaucoup plus fluide. Ces enjeux-là, ils sont devant nous, mais on ne peut y arriver. On ne pourra progresser que si on sort du carcan de l'annuité budgétaire, si on donne de la visibilité, de la lisibilité aux acteurs, publics comme privés. Si on se donne aussi des moyens pour pouvoir investir. C'est pas avec un Ondam à 1,6% qu'on peut le faire. Voilà, c'est pas sérieux, c'est pas crédible, c'est pas raisonnable. Et donc, l'enjeu, c'est de se redonner des objectifs partagés avec la population, avec l'ensemble de la communauté soignante, pour qu'on puisse se dire quel système de santé on veut, comment on l'organise à court, moyen et long terme. Il n'y a que par la pluriannualité qu'on pourra engager ces transformations. Alors j'ai quelques questions un peu concrètes. Avec l'explosion à venir des maladies chroniques, notamment le diabète, comment voyez-vous les solutions possibles sur l'optimisation de leur prise en charge?
Comment on peut faire mieux aujourd'hui sur les pathologies chroniques? C'est aussi en faisant en sorte effectivement que sur de la prévention, on puisse davantage investir. Ça veut dire reconnaître que la prévention soit bien une prestation en nature, en service. Ça veut dire aussi faire en sorte que on puisse faire du prédictif en la matière. Ça veut dire se donner aussi des moyens pour rémunérer les parcours coordonnés renforcés, dont qu'il faut remettre à plat. Les complémentaires santé sont prêtes à les financer. On s'est prononcé favorablement là-dessus, pour peu bien évidemment qu'on soit associé à la définition et au pilotage de ces dispositifs. Voilà quelques pistes qui me semblent absolument nécessaires si demain on veut être au rendez-vous de l'augmentation des pathologies chroniques dans notre pays, notamment les maladies cardiovasculaires qui impactent de plus en plus de monde, compte tenu de nos modes de vie trop sédentaires, d'alimentation pas équilibrée, etc., mais aussi mécaniquement du fait du vieillissement de la population. Et donc, là encore, il va falloir qu'on s'interroge aussi sur l'évolution des modes de rémunération. Si nos modes de rémunération continuent de n'être finalement calibrés que à la quantité, bien on n'y arrivera pas. Et donc, la question, c'est comment on distille de la qualité dans les modes de rémunération, que ce soit pour la ville comme pour l'hôpital. Et donc la question, M. Rocher en parlait tout à l'heure, quand on voit que les IFAC c'est 0,6% ici et que dans les pays d'Europe du Nord on est plutôt à 3,5%, on voit quand même que là on aurait des marges de manœuvre puissantes pour inciter à l'émulation, inciter à l'innovation et à l'investissement. Et c'est aussi ça qu'il faut que l'on engage de manière extrêmement proactive. Pascal Rocher. Oui, peut-être quelques exemples concrets d'ailleurs entre la Suède et la Norvège. Je suis tout à fait aligné, permanence, pertinence, que disait M. Chenu, pluriannualité, et raisonner en investissement, en résultat, et non pas uniquement en dépenses. Quelques exemples concrets, une fois de plus, tout n'est pas parfait, mais quelques exemples concrets par rapport à votre question sur les maladies chroniques. Premièrement, nous avons obligation, par exemple dans les régions de Göteborg et Malmö, pour les patients souffrant de diabète type 1, si au bout de 3 mois plus 1 mois, le patient de lui-même n'est pas venu faire son contrôle hémoglobine glyquée, nous devons faire un appel sortant et le prouver que nous l'avons fait pour que le patient vienne nous voir. Si in fine la personne ne vient pas, on ne peut pas le forcer. Mais nous devons prouver que nous faisons des appels préventifs à 3 mois plus 1 mois. Deuxième exemple, la région de Stockholm a mis en place depuis 4 ans, et c'est vraiment une réflexion d'investissement que je trouve passionnante, pour l'ensemble des patients les plus fragiles de la région de Stockholm, chaque centre de soins primaires, nous-mêmes et nos collègues, nous donnons le nom des patients les plus fragiles, souvent plus de 80 ans, et nous avons 280 infirmières et aides-soignantes qui tournent la nuit sur une routine pour aller voir les patients les plus fragiles. J'ai accompagné une aide-soignante il y a quelques mois au nord de Stockholm. La logique est la suivante, c'est d'aller voir donc des patients prédéterminés, qu'ils soient inscrits chez nous ou nos concurrents, nos collègues, pour voir des gens souvent âgés, commençant souvent seuls, commençant à souffrir de problèmes neurodégénératifs. Être sûr qu'ils aient pris leurs médicaments. C'est un lien social. C'est également à 2 h du matin le patient qu'appelle parce qu'il a un problème avec son cathéter ou je ne sais quoi, une perfusion. L'infirmière, l'aide-soignante, on fait 30 km, etc. Et à travers cet exemple, si vous voulez, c'est une vision complètement différente de la notion de santé publique, d'investissement de long terme. Oui, il y a beaucoup de prévention. En gros, c'est toujours compliqué, hein, la frontière santé, soins, prévention, mais en gros, le moins mauvais chiffre, c'est de dire qu'en France, la prévention, c'est 1,6 des dépenses de santé. En Suède, c'est 3,2, en Norvège, 2,9. Mais c'est une approche totalement différente. Ouais. Dernier exemple, dans la région de Jönköping, là aussi, les pays nordiques sont globalement très digitalisés. Nous avons une expérimentation avec une start-up, tout ne marche pas. Il y a 2 ans, pour des patients qui doivent tous les jours prendre un médicament, à 4 heures, un petit, je ne sais pas comment dire, une sorte de petite boîte s'ouvre. Et si 1 heure après, le médicament n'est pas pris, le centre de soins primaires où le patient est inscrit est averti et on doit faire un appel sortant pour dire « Monsieur, Madame, vous n'avez pas pris votre médicament ». Dialogue, etc. Au bout de 6 mois, les résultats étaient probants. La région nous a donné un financement spécifique là-dessus. Et
Ouais. Je trouve cet exemple, si vous voulez, très frappant d'une coopération entre les acteurs, d'utilisation du numérique, de pragmatisme, d'une décision rapide de la région de Jönköping pour nous dire « Ok, ça marche, on y croit, on vous donne une subvention spécifique, on fait confiance, il faut du contrôle a posteriori, rendez-vous dans 2 ans pour voir vos résultats. » Et c'est une subvention peut-être en plus sur le moment, mais qui à terme dégage forcément... Voilà, c'est un investissement pour un retour sur investissement dans le long terme. Pensez-vous que le déploiement de programmes de santé populationnelle puisse favoriser la qualité? Et que pensez-vous de ce concept très développé dans les pays scandinaves ou encore en Catalogne qui doit le piloter? Et qui doit le piloter? L'État, la région ou le département? Qui peut me répondre à cette question? Moi, je pense que ça serait utile. L'État doit fixer les grandes orientations de santé publique, les grands objectifs. C'est son rôle dans la planification. En tout cas, ça devrait être son rôle, plutôt. Je vais plutôt le dire comme ça, avec ce conditionnel, parce que ça fait quand même plus de 2 ans qu'on attend la stratégie nationale de santé, qu'elle soit publiée. Et après, je pense que c'est par la contractualisation et par la délégation aux acteurs, aux opérateurs, en associant bien évidemment les collectivités territoriales, mais surtout les offreurs de soins, pour produire les programmes et la mise en œuvre. Il n'y a que en donnant de la lisibilité sur ce que sont les grands objectifs, les grandes orientations de santé publique, mais en laissant ensuite l'émulation s'organiser, qu'on parviendra à essaimer, innover sur l'ensemble du territoire. L'essentiel des déterminants de santé ne dépendent pas du système de santé. Donc s'il n'y a pas une articulation, une coordination à l'échelle territoriale, parce que l'essentiel des impacts des grandes politiques publiques se font quand même plutôt à l'échelle territoriale, on ne pourra pas mettre en synergie l'ensemble des grands objectifs de santé publique, par l'éducation, par les conditions de travail, par les transports, par le logement, etc., etc. Donc il y a besoin de cette coordination, de cette concertation à l'échelle territoriale sur des grands objectifs partagés, connus de tous, partagés par tous, qui auraient pu être débattus, et où on fait confiance et où on contractualise, ce qui veut dire derrière évaluer. C'est normal qu'on rende compte, puisqu'il y a de l'argent socialisé qui est utilisé, etc., mais pour ensuite pouvoir essaimer, dupliquer. Pascal? Alors, en France, effectivement, en caricaturant certes un peu, on part de l'offre, des normes, des statuts, alors qu'il faut partir, selon moi, des besoins des Français et donc des territoires, coopération, médecine de ville, hôpitaux, quel que soit le statut, même droit, même devoir, même tarif, etc. Alors, la Suède part des territoires avec quand même, selon moi, une limite, et je préfère le système norvégien. Je le disais, en Suède, 21 régions, 21 systèmes de santé. Ce qui fait que 90% des décisions de santé, comme transport, éducation, sont prises par la région. Et donc, certaines régions suédoises n'ont que 300 000 habitants, ce qui fait que la notion de population doit rester dans la région et que, par exemple, si un homme a un cancer de la prostate, il va d'abord, dans certaines régions, être orienté vers tel hôpital et si au bout de 60 jours, tel hôpital n'a pas pu, un spécialiste le recevoir, il a le droit d'aller ailleurs. Donc vous imaginez dans des régions très peu peuplées, il suffit que quelques spécialistes soient absents et ça crée là, selon moi, une vraie faiblesse du système suédois. La Norvège n'a 4 régions seulement de santé. La Norvège me permet 5 millions d'habitants sur plus de 3000 km. Lorsqu'en France, d'ailleurs, parfois on parle de déserts médicaux, moi, mais les équipes en Norvège, ça les fait un tout petit peu sourire. Enfin, ils ont des concepts différents de la notion de désert médical. Une fois qu'on a dit ça, la Norvège n'étant découpée qu'en 4 régions, il y a un pragmatisme qui fait que lorsque vous habitez près de la frontière d'une des 2 régions de santé, si le rendez-vous tarde, vous avez une portabilité de vos droits pour aller dans l'autre région et il y a un système de renvoi des budgets régionaux. Je trouve ce système plus flexible que le système suédois découpé en 21 régions, que je trouve là un tout petit peu rigide et qui crée des listes d'attente dans certains cas qu'on jugerait sûrement inacceptables en France, notamment en cancérologie. Alors vous m'aviez dit aussi qu'en Suède, chacun sait exactement combien on a dépensé pour sa santé. Ça, c'est quelque chose d'étonnant. Oui, en Suède, dans la
plus de la moitié des régions, si je dis pas de bêtises, vous savez, effectivement, on vous dit votre centre de soins primaires, voilà, votre traitement à l'année, si vous souffrez d'une des 31 LLD en France, il y en a un petit peu moins en Suède, mais voilà, vous avez coûté à la société 9 834 €, etc. Il y a une transparence des coûts. Et c'est une vraie prise de conscience qui change le comportement des patients ou pas? Alors, je ne sais pas honnêtement, ça fait 7 ans que je travaille avec les équipes en Suède, j'espère, j'ai envie de dire, mais ça c'est personnel. Enfin, en tous les cas, cette transparence, je pense qu'elle est nécessaire. On a tous vécu en France, voilà, on a vécu le passage du forfait aux urgences de 1,19 € et la réaction de certains patients disant pour moi tout doit être gratuit, même des gens qui peuvent facilement le payer. Je peux pas ne pas penser que c'est une forme de responsabilisation dans un pays quand même avec un ADN très social-démocrate, etc. et de partage effectivement de la charge, même si d'ailleurs globalement le reste à charge en santé en France, en Suède, est plus élevé que la France. Hein. En France, on est en gros à 7,5 sous votre contrôle, Monsieur Chenu. On est à 7,5 et en baisse depuis 5-6 ans. En Suède, on est plutôt à 9, 9,5 et légèrement en hausse. Une fois qu'on a dit ça, il y a une transparence des coûts pour la société, oui, pour le patient. Éric, vous plaidez vous aussi pour que chacun soit acteur du système de santé, un peu responsable en quelque sorte. Comment vous voyez les choses? Oui, alors sans forcément augmenter le reste à charge, parce que ça je suis pas forcément convaincu que ce soit en augmentant le reste à charge qu'on améliorera la responsabilisation. Par contre, il faut informer, il faut rendre compte. Déjà, parce que le système il est financé par les cotisations sociales, fiscales, mutualisées des assurés sociaux, donc c'est normal de leur rendre compte qu'ils aient cette forme de feedback, qu'est-ce qui est fait en leur nom avec ce qu'ils ont mis en commun pour se protéger mutuellement les uns les autres, et que individuellement, effectivement, chacun ait conscience que grâce à la sécurité sociale, grâce aux complémentaires santé, ils sont pris en charge avec un reste à charge extrêmement limité, en moyenne de 280 € par an, ce qui est limité. C'est toujours une moyenne, donc il peut y avoir malheureusement des gros écarts, mais on a cette chance-là formidable. Et de sortir finalement de cette pseudo-gratuité qui est perçue par bon nombre de nos concitoyens. Or, ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Donc, à un moment donné, il faut qu'on redonne de la lisibilité, de la compréhension de combien coûte une boîte de médicaments, combien coûte un acte d'imagerie, combien coûte un séjour hospitalier. Il n'y a pas de raison pour que quand on sort de la pharmacie, le pharmacien nous dise voilà, grâce à la Sécu, grâce à votre mutuelle, vous n'avez rien à payer, ou quelques euros parce qu'il y a des franchises maintenant, mais vous auriez dû sinon payer 180 €. Quand on sort d'une imagerie, grâce à la Sécu, grâce à votre complémentaire santé, vous n'avez pas à payer 350 € ou 6 000 € après un séjour hospitalier. C'est vrai qu'on ne sait pas du tout ce qu'on coûte. Exactement. Et le problème, c'est qu'à force de ne pas savoir, il est difficile de demander aux assurés sociaux d'être responsables. Donc le premier élément, c'est cette forme d'éducation populaire citoyenne pour redonner du sens, de la compréhension et essayer aussi d'apprendre aux gens à recourir aux bons soins au bon moment. Parce que là encore, je disais tout à l'heure, il ne faut pas upgrader le niveau de soins, mais si on ne leur apprend pas, si on ne les éduque pas, ils ne peuvent pas spontanément le savoir. Ouais. Il faut une éducation à la santé, Pascal? Oui, alors, tout à l'heure, M. Chenul parlait, il y a en Suède et au Danemark, tout au moins, ce concept du choosing wisely pour les médecins, qui est effectivement le bon patient au bon moment, le bon traitement. Et là aussi, dans un souci de transparence, etc., en gros, tout est mesuré, vraiment, dans ces systèmes-là. Alors, on peut débattre si c'est un peu trop autoritaire ou je ne sais pas quel est le bon adjectif, mais si effectivement un médecin, par exemple en orthopédie, sur le canal carpien ou etc., en fonction de diagnostic, il va avoir un taux de, je sais pas, de 20% de chirurgie et de renvoyer vers un kiné, dans d'autres cas. Tout ça pour dire, il est largement au-delà d'une norme moyenne, il va recevoir également en tant que médecin un message de la part de la région pour dire nous sommes surpris, etc. Voilà. Donc ce concept du choosing wisely et de pertinence, oui, il y a un vrai sentiment, je pense quand même, une fois de plus, je ne suis pas suédois, donc je serai prudent culturellement, mais il y a quand même un vrai sentiment, je trouve, dans les pays nordiques de responsabilisation. Et je pense que nos concitoyens, comme évoqué à l'instant, voilà, tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Et je pense qu'en tant que Français, on oublie quelque part la liberté énorme qui est la nôtre de consulter le médecin qu'on veut, alors avec la notion de médecin traitant, qui on veut, etc., par rapport à d'autres systèmes qui sont beaucoup plus rigides, qui vous orientent dans un parcours de santé très fermé.
Voilà. On parlait de la prise de conscience des patients, mais là, quelqu'un soulève celle des professionnels de santé. Est-ce qu'eux connaissent réellement le coût de la santé? Est-ce que cette notion doit s'étendre à tout le monde? Moi, je pense que la responsabilisation, ça doit être la responsabilisation de tous. La responsabilisation des assurés sociaux, j'en ai parlé, mais responsabilisation aussi des professionnels de santé, notamment des médecins, pour prescrire à partir de référentiels validés, non des habitudes des patients, non des intérêts des visiteurs médicaux ou des labos. Ça veut dire aussi être davantage dans le suivi aussi des formations continues. Enfin, il y a un certain nombre de choses qu'il va falloir aussi bouger en la matière si on veut atteindre ce niveau de qualité qui est prévu par la dernière convention médicale notamment. C'est aussi la responsabilité des pouvoirs publics, parce qu'on parle des assurés sociaux, des professionnels de santé, mais il y a aussi la responsabilité des pouvoirs publics qui n'ont peut-être pas assez assumé la nécessité d'aménager correctement le territoire de santé. Et donc là aussi, à saupoudrer et à ne pas assumer de redessiner la carte sanitaire, la carte médico-sociale en fonction des besoins populationnels, en fonction des mouvements de population à l'intérieur du territoire, pour réexpliquer, là encore, aux gens, voilà, pour un bassin de 350 000 habitants, de 500 000 habitants, voilà comment ça s'organise, voilà comment vous accédez aux soins, parce qu'aujourd'hui, on est avec une hospitalisation en ambulatoire, parce que les modes de prise en charge sont plus les mêmes, etc. Il faut qu'on ait cette transparence-là. C'est pas facile, mais si on ne le fait pas, on laisse se déliter un certain nombre de choses, ça prend trop de temps à adapter les organisations, et ça met en tension les structures, et on ne dégage pas les ressources nécessaires pour pouvoir investir pour l'innovation et pour la qualité. Je crois que tout est lié, c'est-à-dire là on traite logiquement des sujets un par un, c'est vraiment une continuité. En Suède et en Norvège, si je ne dis pas de bêtises, en Norvège j'ai un doute, on sommes également dans les indicateurs qualité responsabilisés sur l'utilisation des antibiotiques. Si un centre de soins primaires en consomme trop, on doit justifier et on va avoir une pénalité. Mais ceci est possible parce qu'en amont, nous devons et nous faisons, comme nos collègues, beaucoup de prévention. Oui. Donc la notion de prévention est vraiment ancrée dans le système suédois. Les débats sur les bactéries sur les antibiotiques, les bactéries multirésistantes, c'est des débats qui passionnent le Parlement suédois. Et je reviens à ce débat chaque année où les indicateurs qualité, au-delà des 3,5% en moyenne, sont adaptés sur une vision pluriannuelle en fonction d'objectifs de santé publique. Moi, ce qui me désole un petit peu pour être direct vis-à-vis de notre pays, c'est le débat de l'ONDAM. Évidemment, je partage que 1,6 c'est absolument impossible pour les acteurs que nous sommes, mais au-delà du 1,6, c'est pour quel objectif sur les indicateurs de santé publique ? Quels objectifs? En Suède, il y a ce débat sur les indicateurs et qui permettent effectivement de voir si on progresse ou pas. Je ne suis pas du tout un spécialiste de l'éducation en France, mais malgré tout, la vertu d'un classement PISA ou d'autres, c'est au moins d'ouvrir un débat sur le niveau des jeunes Français, etc., en maths et autres. Oui. On a énormément de données en France, on sait qu'on recule sur un certain nombre d'indicateurs de santé publique, sur la vingtaine reconnus. Ce débat-là, il a lieu où? Au moment où il y a un débat purement budgétaire, annuel, sur un ONDAM. Enfin, c'est très frustrant, sincèrement. Enfin, je pèse mes mots là. Alors quelqu'un justement voulait vous faire réagir sur le projet de PLFSS 2025 pour demander s'il faisait place à l'efficience et à la qualité. Je pense qu'on a la réponse. Je voulais vous demander, Éric Chenu, le PLFSS annonce aussi hier une augmentation de la contribution des complémentaires santé, ainsi qu'un ajustement réglementaire pour recentrer les prises en charge sur les soins les plus efficients. Comment est-ce que vous réagissez à cette annonce ? Alors, contribution des complémentaires, nous on a toujours été prêts à prendre nos responsabilités et à financer le soin, la gestion du risque, la prévention, à couvrir des prestations, c'est notre rôle. Par contre, notre rôle, c'est pas de lever des taxes, on n'est pas des supplétifs de l'URSSAF, et donc on conteste et on contestera ce nouveau relèvement de la taxe, juste pour qu'on ait les idées au clair. 1 milliard de taxes supplémentaires demandées aux complémentaires santé l'année prochaine, c'est-à-dire que ça va monter le niveau de taxes prélevées par les complémentaires santé à plus de 7 milliards et demi. Mesurons simplement qu'en moins de 20 ans, ces taxes ont été multipliées par 10. Voilà. Donc tout cet argent-là, c'est
des moyens que nous demandons aux adhérents, parce qu'on n'a pas d'autre choix que de le répercuter sur les adhérents, et c'est pas de l'argent qui sert à payer directement des éléments que nous aurions choisis. Donc c'est quand même extrêmement dommage. La Mutualité française va lancer très prochainement ses états généraux. Qu'est-ce que vous en attendez ? C'est de remettre finalement les assurés sociaux, les professionnels de santé au cœur du débat. Partir de leurs besoins, de leurs attentes, de ce à quoi ils sont prêts. Et donc, on va, à partir de mi-novembre, aller au contact des assurés sociaux, des professionnels de santé, pour les écouter, pour partir de leurs paroles, de leurs expressions. Par une large consultation, de grandes consultations, une pour les assurés, une pour les professionnels, parce qu'on est convaincu qu'on ne transformera pas le système les uns contre les autres. On a besoin de ces deux grandes parties prenantes de notre système, de notre modèle. Ça, jusque février. Ensuite, à partir de l'analyse de ce que les uns et les autres nous auront dit, on va identifier les questions à résoudre. On va co-construire avec un certain nombre d'acteurs, de partenaires, parce que ce n'est pas que la mutualité qui s'engage dans ces états généraux. On a pas mal d'organisations, partenaires sociaux, fédérations hospitalières, associations de patients, acteurs de l'ESS qui sont à nos côtés pour cette démarche-là. On va co-construire les réponses, voir les points sur lesquels on peut trouver des consensus, se retrouver, ou faire en sorte qu'une majorité se retrouve. Peut-être qu'il y a des sujets, et il y en aura vraisemblablement, qui font dissensus. Et l'idée, c'est d'éclairer ces dissensus pour que ça soit bien ces sujets-là qui viennent irriguer le débat public en prévision des échéances majeures de notre pays, des élections présidentielles et législatives. Parce que les sujets de santé et de protection sociale seront au cœur des futures échéances. On voit bien qu'on est à la croisée des chemins compte tenu de la triple transition écologique, numérique, mais surtout démographique dont on a parlé tout à l'heure, et de ce que nous avons à financer. Et si on veut faire des choix clairs et en associant la population, il faut qu'on ait ce temps-là. Donc comme, vu le contexte politique institutionnel, on ne pouvait pas imaginer que ça puisse se faire, on a pris l'initiative en tant qu'acteur de la société engagée pour s'impliquer. Et donc je ne peux inciter que tout le monde à prendre le temps de cette expression, parce que je pense qu'elle est essentielle. Il y a une exigence démocratique si on veut être au rendez-vous des enjeux et faire en sorte que notre sécurité sociale, qui est issue de la résistance, qui a montré sa résilience, participe finalement de cette société de la réconciliation, tout simplement en garantissant sa pérennité. Merci beaucoup. Pascal, le mot de la fin, vous vouliez ajouter quelque chose ? Non, juste un mot sur le PLFSS, puisque c'est vraiment d'actualité, au-delà d'un taux à 1,6 qui est intenable, je crois que c'était votre adjectif, il n'y a malheureusement aucune réforme structurelle, et je dois vous dire, et en tous les cas pour une partie de la profession, j'imagine, le fait d'utiliser pour certaines spécialités, que sont l'imagerie, la dialyse, etc., le concept de rente économique, lourdissante, comme si les équipes ne travaillaient pas, en supposant qu'il y ait, plutôt que, je dirais, d'éclairer plein phare et de s'interroger sur les 80% de spécialités structurellement déficitaires dans l'hôpital public ou privé, peu importe. Voilà, je regrette énormément qu'il n'y ait aucune réforme structurelle dans ce PLFSS et que sur certaines professions, on utilise de tels mots. Voilà, encore un coup de coupe, de rabot. Je ne sais plus d'ailleurs ce qu'il y a à raboter, mais enfin, on pousse devant nous un débat, comme le disait Monsieur Chenu, avec cette triple transition qui devient urgent et qu'il faut avoir obligatoirement réfléchir différemment. Il sera encore largement débattu. En septembre l'année dernière, on appelait les différentes fédérations hospitalières, les associations de patients, les syndicats de professionnels de santé, les complémentaires santé à une approche pluriannuelle pour cette évolution de fond, cette réorganisation, cette vision pluriannuelle. On nous répondait à l'époque que ce n'était pas possible. Entre-temps, le Conseil d'État a travaillé, a montré comment il fallait écrire une loi pluriannuelle de programmation pour la santé. Donc, c'est possible. Donc, ça montre que notre mobilisation et l'appel que nous avions lancé l'année dernière était plus que pertinent. Il faut absolument convaincre
Il y a de plus en plus de parlementaires qui sont convaincus que c'est nécessaire. Il faut faire en sorte que, après la prochaine présidentielle, on s'engage là-dedans. Sinon, on le regrettera les uns et les autres. Amèrement, je suis complètement d'accord avec vous. On voit coup de rabot, transfert, sanction des patients par le doublement, le quadruplement des franchises. Tout ça n'est pas raisonnable, n'est pas à la hauteur des enjeux. On préfère du rabot. Nous, pour la mutualité, on préfère financer la qualité plutôt que la quantité. On préfère financer l'innovation qu'un certain nombre aujourd'hui de dévoiements qu'on voit dans le système. Merci beaucoup, Éric Chenu. Merci, Pascal Rocher. Merci à tous les deux.